Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, nous allons parler de la prochaine édition, la 24e des formidables rendez-vous de l'histoire de Blois, dans le Loir-et-Cher. Un événement qui chaque année accueille plus de 400 débats et conférences, plus de 1000 intellectuels et intervenants, environ 40 000 festivaliers, un salon du livre d'histoire avec 200 éditeurs et un peu plus de 300 auteurs, un cycle cinéma présidé cette année par Dominique Besnéard. C'est un rendez-vous exceptionnel. Cette année, Florence Aubenas, grand reporter au Monde, est la présidente de ces rendez-vous de l'histoire qui se dérouleront du 6 au 10 octobre. Pour en parler, j'accueille Éric Allary, président du conseil d'administration du CEPH de Blois. Vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est. Agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris, enseignant en Cagne et en Hippocagne au lycée Descartes de Tours et à Sciences Po. J'ai réduit, vous m'excuserez, j'espère un peu votre biographie parce qu'elle est très longue. Vous participez aussi à de nombreux documentaires pour la télévision, des émissions sur France Inter, France Culture, auteur d'ouvrages aussi sur l'histoire de la vie quotidienne des Français, notamment en 1939-1945. Mais aussi sur l'ensemble du XXe siècle. Bonjour Éric Allary, bienvenue sur So Sweet Planet. Bonjour à So Sweet Planet et à vos auditeurs. Et auditrices, ils vont se vexer si on ne rajoute pas. Vous avez raison. Je suis ravie et surprise moi-même de consacrer un podcast à des rendez-vous de l'histoire, parce que comme je vous l'expliquais en off, j'ai en fait été très longtemps fâchée avec l'histoire, qui pour moi était toujours synonyme d'ennui depuis ma scolarité. Et je pense que pour pas mal de gens, en fait, malheureusement, c'est toujours un petit peu synonyme d'ennui. Et quand j'ai vu le programme, en fait, l'an dernier, des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai été tellement enthousiasmée et ça m'a donné vraiment envie. Il y a quelque chose de très vivant et il y avait cette idée de laboratoire intellectuel, de fourmillement d'idées, de quelque chose de très vivant, ce qui pour moi n'était pas un mot que j'accolais facilement au mot histoire. Et donc j'ai eu envie d'en parler parce que cette année, dans la présentation du festival sur le site des rendez-vous de l'histoire, on peut lire « Il s'agit de créer un lieu de rencontre privilégié où chaque année les historiens peuvent se retrouver afin d'exposer l'état de leurs réflexions, de présenter leurs travaux et de confronter leurs points de vue dans le but de concourir au progrès de la recherche et de la connaissance historique. » Donc jusque-là, dit comme ça, moi je trouvais que là on était dans ce qui pour moi ressemblait à quelque chose d'un peu ennuyeux. Je me suis dit, mais ça, en fait, ça concerne que les historiens purs et durs. Mais ce qui m'a donné envie de parler justement de cet événement, c'est ce qui est décrit juste après, que je cite, « Il importe également que les rendez-vous de l'histoire soient une manifestation populaire. Il faut que chacun puisse assouvir sa curiosité, trouver matière à s'instruire, mais aussi à se divertir. Ainsi, les rendez-vous de l'histoire ont pour vocation de devenir un lieu unique et privilégié d'échange, de discussion et de divertissement entre les historiens et le grand public. » Et lorsqu'on regarde le programme depuis quelques années, on peut dire que c'est vraiment réussi, puisque le festival accueille maintenant chaque année plus de 40 000 festivaliers à Blois. La ville de Blois compte combien d'habitants, pour qu'on ait une idée d'échelle de... Vous me posez une colle, là. Je dirais je préfère ne pas répondre, mais en tout cas, c'est plutôt je dirais intramuros, comme on disait autrefois, peut-être 50 000, mais à vérifier. Cela dit, c'est vrai que l'organisation des rendez-vous de l'histoire dans une ville moyenne comme Blois est l'une des clés du succès. Puisqu'il y a quelques années, nous sommes allés avec Jean-Noël Jeanneney à Londres pour présenter les rendez-vous de l'histoire parce que certains avaient envie d'organiser des rendez-vous de l'histoire en Angleterre. Et on avait parlé à ce moment-là de la ville de York, qui était à peu près de taille similaire à celle de Blois, avec un centre historique extrêmement important, une vieille ville médiévale, et finalement pas trop loin de Londres. Et je pense que Blois est une ville moyenne, pas trop loin de Paris, et aussi très proche de sites touristiques qui sont parmi les plus connus de France, voire du monde, en ce qui concerne les châteaux de la Renaissance, évidemment. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens qui viennent aussi au rendez-vous de l'histoire en profitent pour passer un week-end dans la région de Blois, en Touraine, la vallée du Cher, la vallée également de la Loire. Mais c'est très très juste ce que vous dites. Finalement, le festival s'installe, il enquiste la ville, mais de
du bon côté du kyste, évidemment, si on peut dire. C'est peut-être pas un bon verbe ici choisi, mais en tout cas, tout est plein. C'est absolument archi plein, depuis jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Les hôtels, les parkings, tout est plein, tout ce qui peut être réservé. C'est la fête. C'est la fête pour ceux qui préparent les rendez-vous de l'histoire. C'est la fête pour tous ceux des institutions publiques qui travaillent toute l'année aussi pour la réussite sur le plan matériel. C'est une préparation de plus d'1 an à chaque fois, avec des salariés qui travaillent d'arrache-pied bien plus que 35 heures par semaine et qui sont absolument dévoués et qui essaient de tenir compte chaque année des petites erreurs, des petits oublis. Ce qui fait que, vous le dites bien, les rendez-vous de l'histoire, c'est une université populaire. Université, c'est un mot qui ne doit pas faire peur, c'est-à-dire que pour ceux qui seraient autodidactes, c'est un lieu extraordinaire pour trouver son livre, le livre à sa pointure, pour trouver le débat à sa pointure. Il ne s'agit pas de, pardon pour l'expression, de larguer les gens en histoire, c'est plutôt de les initier à l'histoire ou bien de renforcer une passion pour l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est donner du sens à ce qui n'en a pas. Eh bien, les rendez-vous de l'histoire, c'est un carrefour pour tous ceux qui aiment la préhistoire même, l'Antiquité, l'époque médiévale, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et qui souhaitent finalement trouver un moyen d'échanger avec des historiens plus ou moins connus qui viennent du monde entier. Festival des idées aussi, c'est-à-dire université populaire, festival des idées. Je crois qu'on peut dire en France que c'est le plus grand festival des idées aujourd'hui, et qui est en plus adossé à un salon du livre extraordinaire. On peut au moins dire que c'est le plus grand salon de livres d'histoire de France, peut-être d'Europe même aujourd'hui. Et effectivement, on essaie de rendre le séjour des Français, des étrangers qui viennent à Blois le plus agréable possible, qu'ils en gardent le meilleur souvenir, qu'ils reviennent, qu'ils soient élèves, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professeurs, mais qu'ils soient aussi employés d'usine, qu'ils soient employés de bureaux. On voit une sociologie extrêmement diversifiée qui se déplace jusqu'à Blois. Il y a des gens qui viennent vraiment de très très loin, qui viennent des Pyrénées, qui viennent de Nice, qui viennent du nord de la France, de l'ouest, de l'ouest. Bref, c'est parce vraiment qu'il y a une concentration de personnalités assez incroyables, alors après, d'intellectuels. Bien sûr, il y a les hommes politiques qui viennent, qui sont les témoins de leur époque. Donc l'historien aussi travaillera avec les sources fournies par tel ou tel homme ou telle femme politique. Mais ce qui est très bien aussi, c'est la confrontation des historiens, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, avec des gens qui font l'actualité de temps à autre, même si ce n'est pas la priorité non plus des rendez-vous de l'histoire. Donc on s'intéresse beaucoup à l'actualité du livre, avec le Salon du Livre. On s'intéresse aussi beaucoup à ceux qui réfléchissent au thème de l'année. L'année dernière, c'était gouverner. Cette année, c'est le travail. On va en reparler. Mais avant d'aller plus avant, les rendez-vous de l'histoire, en fait, ils ont été créés quand, par qui et avec quelles intentions? Vous y êtes depuis le début, vous? Alors moi, je n'y suis pas depuis le début. Je suis venu au rendez-vous de l'histoire comme simple apprenti professeur. Et je suis venu dans les premiers rendez-vous de l'histoire et déjà j'étais très enthousiasmé. Mon père était aussi gendarme à Blois, donc j'y venais par ce fait-là. Et donc j'étais absolument enthousiaste. Et j'ai vu surtout, en tant que jeune professeur, d'abord de collège-lycée, puis ensuite à Sciences Po Paris, où j'ai eu la chance d'être l'assistant de René Raymond de l'Académie française, j'ai eu la chance de voir gonfler le nombre de barnums, la place prise et les salles de plus en plus lointaines par rapport à la Halle aux Grains, qui donc étaient pleines de public, puisqu'il y a des queues incroyables qui attendent à chaque fois. C'est pas Disney World, mais enfin tout le monde attend pendant assez longtemps pour avoir accès à telle ou telle comment je dirais, activité, table ronde, modération. Il y a même un grand quiz qui est organisé cette année de l'histoire. Et donc, si vous voulez, c'est désormais la 24e édition. C'est presque un quart de siècle. Dans 6 ans, on atteindra une génération d'historiens. Et ce que j'ai trouvé palpitant, donc ça avait été créé par Jacques Lang et aidé par Francis Chevrier, qui aujourd'hui est le directeur du festival. Oui. J'ai l'honneur de travailler avec lui. C'est vraiment un honneur, un plaisir de travailler avec lui, avec toute l'équipe. On essaie d'améliorer chaque année ce qui connaît une croissance extraordinaire. Alors, on ne craint pas la crise de croissance, puisqu'on arrive à s'adapter grâce au pouvoir public, grâce à la municipalité, à la communauté de communes de Blois, grâce au conseil général, conseil régional, grâce aux mécènes, à la fois publics et privés. Donc, c'est une organisation qui est désormais bien huilée, et on essaie aussi d'atteindre tous les publics, comme je le disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'enthousiasme, c'est de voir que
je vois d'anciens professeurs à moi qui m'ont donné encore plus goût à l'histoire, que je vois d'anciens étudiants, élèves qui deviennent eux-mêmes professeurs d'histoire. Donc c'est un carrefour aussi pour moi, Oui. pour voir des anciennes pousses, des anciennes pépites, des élèves qui dépasseront les maîtres et le maître, et je suis bien heureux. Et si aujourd'hui on peut passer le flambeau à de jeunes amoureux de l'histoire, qu'ils soient professeurs d'histoire, conservateurs du patrimoine ou autre chose, eh bien tant mieux, car enseigner, c'est aussi transmettre. Donc vous avez au rendez-vous de l'histoire, le rendez-vous, le carrefour d'enseignants, de chercheurs, de fouineurs, de gens qui essaient de trouver, si vous voulez, une autre façon d'enseigner l'histoire, de transmettre le passé, en se posant de bonnes questions si possible, en prenant le temps, en prenant du recul. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer ceux qui s'occupent des archives et de leur dire, quand on est historien professionnel, nos difficultés. C'est un peu comme quand il y a le G20 ou le G7, où c'est une occasion ou jamais de pouvoir, comment dirais-je, présenter des doléances. C'est une occasion aussi. C'est le seul lieu en France, quasiment un des seuls lieux où on peut rencontrer tous les décideurs qui sont en lien avec l'histoire, avec l'enseignement, avec l'éducation. Et en même temps, c'est formidable parce qu'on rencontre un public qui lit nos livres, qui lit les livres de tous les invités et qui lisent en même temps, qui sont critiques et qui permettent à tout le monde de s'améliorer. Donc je pense que tout le monde s'enrichit de venir au rendez-vous de l'histoire sans, je dis ça sans démagogie aucune. Je pense que peu de gens sont déçus, il y en a forcément, peu de gens sont déçus en revenant des rendez-vous de l'histoire. Et on essaye aussi d'améliorer les temps d'attente, hein, mais c'est aussi la rançon du succès. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est justement pas juste l'histoire, le regarder dans le rétroviseur et n'être que tourné dans le passé. Sur ces rendez-vous, grâce à tous ces intervenants, il y a vraiment une mise en perspective de notre présent. Et toutes ces conférences débats, toutes ces activités sont constamment reliées à notre présent, et du coup ça permet évidemment aussi d'envisager l'avenir d'une façon peut-être plus constructive, plus claire en tout cas. Avec un esprit critique en tout cas. Voilà, d'avoir plus de clés que juste, voilà, si on ne se contente que de regarder les informations sur Internet ou quoi, on n'a pas la mise en perspective et donc on ne comprend pas les causes de ce que l'on vit ou de ce qui se passe dans certaines régions du monde. Grâce à l'histoire, ces mises en perspective, quelquefois qui permettent de relire l'histoire aussi, on va en parler puisqu'il y a pas mal de sujets là sur l'esclavage, sur la période de colonisation et tout ça. Et on voit comment, quelquefois, dans l'histoire, la façon dont on la transmet, il peut y avoir des choses qui manquent ou ça peut être un peu biaisé, partout dans le monde, hein, ça existe plus ou moins. Il y a l'histoire manipulée aussi. Voilà. Il y a des mémoires qui se construisent sans histoire, ce qui donne des catastrophes, évidemment. Donc ça, on y veille aussi. Ça peut permettre aussi de prendre avec parfois circonspection les allusions historiques de certains hommes politiques ou femmes politiques aux intentions qui ne sont pas forcément les plus nobles. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je trouve très intéressant dans tout ce programme que vous proposez, c'est que ça donne des outils vraiment pour, en tant que citoyen, aussi mieux comprendre la réalité dans laquelle on est, qui est on ne peut plus complexe en plus actuellement. On est vraiment dans des basculements d'époque et on ne sait pas trop, il ne tient qu'à nous d'en faire le meilleur ou le pire pour les années qui viennent. Donc plus on comprend ce qui a pu dans l'histoire, justement dans les mouvements de population, dans les mouvements politiques, ce qui a pu bien fonctionner, mal fonctionner, emmener vers des périodes plus heureuses ou des périodes plus malheureuses. C'est important de comprendre un peu les arcanes de tout ça et de ne pas croire que c'est juste une fatalité. Ça permet de se responsabiliser aussi. Tout à fait. Alors l'histoire, évidemment, permet de se projeter parfois sur l'avenir. Bon, mais nous ne sommes pas l'histoire du futur, nous ne sommes pas des futuristes, nous ne sommes pas des avant-gardistes. Quoique, on peut être avant-gardiste en histoire par rapport à une grille de questions que l'on pourrait poser sur un phénomène qui a été déjà peut-être parfois sillonné, largement étudié par les historiens. C'est infini, l'interrogation sur les sujets de l'histoire. On s'interroge encore aujourd'hui sur les guerres de Vendée. On s'interroge sur la responsabilité de l'État, de la monarchie, sur tel ou tel problème. Alors évidemment, il y a des confusions extraordinaires aujourd'hui en histoire. Il y a une confusion entre la mémoire et l'histoire. Mais il faut comprendre la distorsion entre mémoire et histoire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne mémoire célébrée, de bonne commémoration s'il n'y a pas une histoire bien construite. Et il ne faut pas vouloir non plus en histoire, vouloir donner une réponse à tout prix,
à des questions pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse dans les sources, dans les archives, dans les vestiges. Alors laissons la question en suspens. Mais la qualité d'un bon historien, d'une bonne historienne se mesure aussi à la qualité des questions qui sont posées et à la confrontation. Alors, Blois permet d'éviter l'isolement aussi pour certains historiens, j'imagine, qui ont besoin aussi de se confronter à d'autres historiens, d'autres périodes que la leur. Donc c'est absolument déterminant. Ces rendez-vous de l'histoire, s'ils n'existaient plus, ce serait absolument catastrophique pour beaucoup de gens qui aiment l'histoire, à commencer par les professeurs de collège, les professeurs de lycée. C'est un moment de formation, c'est souvent mis dans l'agenda de la formation annuelle. C'est un moment de respiration aussi pour beaucoup d'enseignants qui sont parfois face à des publics qui n'apprécient pas l'histoire ou à des publics difficiles, notamment quand il faut aborder le problème de la laïcité au moment des attentats, de la mort tout de même de notre collègue Samuel Paty, qui est décédé il y a moins d'un an. On a l'impression que ça fait une éternité, mais c'était il y a moins d'un an. On a été fortement touchés, évidemment, et on en parlera forcément au rendez-vous d'histoire sur la façon d'améliorer l'histoire, la façon d'enseigner l'histoire, d'expliquer mieux ce qu'est la laïcité. On lui fait tout dire, la laïcité. La laïcité, elle a une histoire évolutive. Elle a été d'abord une laïcité de combat pour instaurer, affermir la Troisième République. Mais le sens du mot a changé, le sens de ce que représente la laïcité a changé. Et donc, effectivement, il faut être armé. Je pense que les historiens aujourd'hui, les professeurs, doivent être de plus en plus armés, c'est-à-dire être capables de vulgariser une histoire qui est parfois enchevêtrée, qui est compliquée, et qui est surtout détournée de plus en plus, soit par des sectes, soit par des fondamentalismes, soit par des idées extrémistes politiques. Quoi. Oui. Alors donc, il y avait ce pari de faire de ces rendez-vous de l'histoire une manifestation populaire, je reprends les mots, où chacun trouve matière à s'instruire, mais aussi à se divertir. Donc, comment relevez-vous ce pari ? Par quels moyens, en fait ? C'est quand même assez étonnant, je trouve, et c'est super, de se dire aujourd'hui 40 000 festivaliers sur un sujet qui n'est pas très, comment dire, à première vue, c'est pas un festival de musique, quoi. C'est oui. pas Et en plus, cette année, on parle du thème du travail. Oui. On a parlé de gouverner il y a 1 an, de l'Italie il y a 2 ans, mais chaque année, les sujets sont absolument totalement diversifiés, d'actualité, parfois déroutants, mais chaque année, nous parvenons à montrer que le thème qui est choisi est un thème transversal, qui finalement réveille parfois les consciences, parce qu'on se dit finalement, on y pense tous les jours à ce thème-là, sans jamais vraiment avoir une réflexion, par exemple, sur le thème du travail. Alors évidemment, on aimerait que tous ceux qui viendront écouter les conférences en histoire économique, sur le monde du travail, il y ait à la fin une compréhension de ce que c'est que le travail à travers l'histoire, comment le travail a-t-il été pensé, pas pensé, mais qui dit travail dit aussi repos. Donc évidemment, nous travaillons aussi sur le repos, sur le temps, sur la fainéantise, sur la fatigue au travail. Donc on essaie aussi de voir tous les aspects sans occulter aucun aspect, pensons-nous, et on essaie surtout de ne pas, comment dirais-je, de ne pas faire de conférences. On n'est pas là pour faire des conférences. Il y a des tables rondes, pour quel que soit le thème traité, il y a des tables rondes qui sont organisées par des institutions où sont invités les meilleurs historiens sur tel ou tel thème. Et surtout, après chaque table ronde, chaque modération, chaque interview, chaque conférence, il y en a aussi, chaque laboratoire, eh bien, il y a une parole qui est donnée au public. Et ça me paraît absolument fondamental. Si on ne donne pas la parole au public, si on ne permet pas aux auteurs de rencontrer sur les stands des éditeurs leurs lecteurs, c'est mort. Oui, là, il y a des échanges. Voilà. Et l'entrée est libre ? Alors aussi, bien évidemment, l'entrée est libre. Chaque festivalier peut avoir à sa disposition un programme papier qui fait près d'une centaine de pages, avec un programme extrêmement complet et très très clair, qui demande plusieurs mois de travail pour être élaboré, entre les ateliers qui sont sélectionnés, d'autres qui sont éliminés. Il faut quand même savoir que le Conseil scientifique des rendez-vous d'histoire reçoit plusieurs centaines de projets, nous n'en retenons que quelques-uns. Ça fait déjà plus de 250 à 300 projets. Ah oui, mais donc, qui vous envoie les projets alors ? Des associations, des académies départementales, des enseignants, des universités, des étudiants également. Donc c'est vraiment extrêmement ouvert. Des étudiants, des doctorants peuvent faire leur table ronde, l'organiser. Donc on essaie aussi d'être un relais
entre les générations d'historiens, entre les générations de lecteurs, entre les lecteurs et les historiens, entre les éditeurs et les historiens. Beaucoup de gens viennent faire leur marché à leur niveau, quelque part au rendez-vous de l'histoire. Et il y a aussi des grands journaux nationaux, la Nouvelle République plus locale, qui offrent aussi aux festivaliers des journaux, des programmes, des débats qui sont retranscrits entre historiens. Bref, il y a un côté collector aussi pour les festivaliers qui aiment bien emmener avec eux ce programme gratuit. Tout est totalement libre. Il n'y a que pour le Festival du cinéma où 3/4 des films sont visibles gratuitement. Il y en a peut-être un quart où il est demandé une petite participation qui oscille entre 3 et 5 euros pour des raisons évidentes. C'est que ça coûte extrêmement cher et que voilà, il y a des droits à payer aussi, il y a des locations, etc. Mais en général, tout le monde vient à dépenser un minimum d'argent pour venir voir les rendez-vous de l'histoire. Après, bien sûr, il y en a qui dépensent des fortunes à acheter les ouvrages. C'est très difficile de résister. Oui. Quand on est dans les travées, vous verrez, si vous y allez, des rendez-vous de l'histoire. Voilà. Après, il y a aussi toute une signalétique qui doit permettre à chacun de retrouver qui un site qui est au bord de Loire, qui une conférence dans l'amphithéâtre de la CCI. Oui, parce qu'il y a combien de lieux? C'est énorme, en fait, le nombre de lieux dans lesquels il y a des activités liées au rendez-vous de l'histoire. On a au moins une vingtaine de lieux. Oui. Alors, le quartier général des rendez-vous de l'histoire, c'est la Halle aux Grains, mais il y a aussi la préfecture, il y a l'hôtel de ville, il y a également des librairies, il y a la bibliothèque de l'abbé Grégoire qui se situe juste à côté de la Halle aux Grains, il y a l'IUT qui fournit aussi des salles, il y a l'INSA, l'école du paysage, il y a le château. Toutes les plus belles salles du château sont pleines de public. Donc on a la possibilité. Moi j'ai pu tester en tant qu'auteur, en tant que modérateur, les salles du château de Blois. C'est absolument extraordinaire. On ne peut pas oublier ce moment-là. Et même quand on est dans le public, ça m'est arrivé d'être dans le public pour écouter des collègues, des confrères, etc. On est dans cette salle des états généraux où on sait que se sont déroulées ici les réunions très importantes de l'histoire de la monarchie et de l'histoire de Blois et de l'histoire de France, l'histoire de la Loire, l'histoire de la Renaissance. Donc c'est absolument extraordinaire. Et puis il y a également le musée de la magie qui nous prête son concours, la maison de la BD, le centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire. On a le palais de justice, la cathédrale Saint-Louis, bref. Il y en a partout. Blois est totalement mobilisé, mobilisation générale. Oui, donc c'est une manifestation qui se veut soucieuse de mieux comprendre le monde. Donc vous l'avez dit, le thème cette année c'est le travail. J'aimerais bien que vous nous décriviez, puisqu'on est en audio, et que vous nous expliquiez le choix de cette belle affiche. Alors les affiches, il y a plusieurs choix qui sont possibles chaque année. L'équipe s'exprime, se prononce, tous les acteurs des rendez-vous de l'histoire, les salariés, les membres du conseil scientifique, les membres du bureau, du conseil d'administration, donnent leur avis sur des propositions graphiques qui sont faites par une entreprise professionnelle, bien évidemment. Oui. Et cette année, pour le travail, qui est un thème que l'on peut considérer parfois de loin comme rugueux, qui en fait ne l'est pas. Il suffit de venir pour s'en rendre compte et de regarder déjà le programme. Et cette année, l'affiche qui a été choisie, c'est une affiche qui vient du célèbre dessin animé qui était donc avec la voix de Claude Pieplu, oui. Des Shadocks, et avec notamment l'une qui est très connue avec ce sous-titre « Je pompe, donc je suis ». Donc en fait, à quoi ça sert le travail, pourquoi je travaille, etc. Alors, à côté du thème central qui est le travail, il y a d'autres thèmes qui seront traités. Notamment, il y a des parutions très importantes sur l'histoire de l'esclavage qui sortent cette année. Et on a la chance de venir, de voir comme président du Salon du Livre, Papendiaï, qui est un des grands spécialistes des États-Unis, un des grands spécialistes de l'histoire des Noirs, et qui donc sera là. Et qui aujourd'hui à la tête aussi du Palais de la Porte Dorée, oui, du musée du musée national de l'histoire de l'immigration. Voilà, qui est enseignant aussi à Sciences Po Paris, quelqu'un de très accessible, très à l'écoute et également très dynamique, et dont on se réjouit beaucoup de sa venue à côté de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, un des 2 prix Nobel d'économie français avec Allais, et puis également d'autres qui viendront nous rejoindre pour faire la conférence inaugurale, la conférence de clôture, etc. etc. Dominique Méda, j'ai vu, Bruno oui. Latour, Léonora Miano, Valérie Masson-Delmotte, Florence Omna, Paulin Ismar. Alain Supiot du Collège de France, qui sont des grands spécialistes aussi de l'histoire du travail, etc., etc. On ne pourrait pas tous les citer. Alors certains viennent écouter un historien parce qu'ils le connaissent.
il y a des fans de certains historiens et historiennes qui viennent aussi. Et puis, il y a ceux qui viennent voir aussi des émissions de France Inter, France Culture qui sont enregistrées en direct. Oui, aussi. Donc, c'est vraiment il y a beaucoup un de immense journalistes. chapiteau Oui. non permanent qui s'installe là. Mais les rendez-vous de l'histoire, c'est toute l'année, en fait, sur le site Internet et aussi par l'organisation des cafés historiques, notamment par François Barré, qui donc se déplace dans l'ensemble de la région centre, Val-de-Loire, et qui organise la venue de grands historiens et de grandes historiennes qui sont au milieu du public, au milieu des bières, des cafés et des autres consommations, et qui viennent parler d'un ouvrage, d'un thème particulier. Vous avez tout à l'heure employé le nom de comité scientifique, et je crois qu'on n'a pas précisé. En fait, c'est un comité scientifique qui gère en amont la conception du programme. Alors la conception du programme, elle est effectuée en lien avec le conseil scientifique pour voir qui contrôle la validité, qui supervise la validité des projets qui sont présentés, mais il y a aussi toute l'équipe des salariés, d'Hélène Renard, qui est la directrice du Salon du Livre, qui aussi a sa propre programmation. Le comité scientifique s'intéresse surtout à tout ce qui est table ronde, carte blanche. Le Salon du Livre, c'est à part. Il y a toute une équipe qui est autour d'Hélène Renard. Chaque salarié, même si ce n'est pas son domaine d'organisation, donne son avis dans des réunions d'équipe qui ont lieu toutes les semaines. Et donc, voilà, moi, j'essaye de les accompagner, de les encourager au maximum, de leur permettre d'avoir toujours plus de moyens. Et avec Francis Chevrier, on s'évertue à cela. Lui qui est toute la semaine, d'ailleurs, avec les salariés, lui qui est le directeur du festival, et qui ne manque pas d'idées, d'ailleurs, pour rénover certains aspects, rajeunir parfois certains aspects des rendez-vous de l'histoire. Franchement, les rendez-vous de l'histoire, on devient presque addict une fois qu'on a mis les pieds dedans. À la fois comme simple, je dirais, festivalier, ou comme simple, d'abord, membre du conseil d'administration, et aujourd'hui président que je suis. Voilà. Alors, on va récapituler un petit peu, parce que le programme est tellement important, tellement énorme, puisqu'on l'a dit, plus de 1000 intervenants, donc évidemment, on ne peut pas tout détailler. Donc, sur 5 jours, il y a donc un grand salon du livre d'histoire, donc une gigantesque librairie entièrement consacrée à l'histoire, avec, on le rappelle, plus de 200 éditeurs et plus de 300 auteurs qui viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs, plus de 400 débats et conférences, ainsi que le cinéma, donc avec quand même une cinquantaine de films. C'est important, hein. C'est pas quelques films comme ça pour amener un petit peu de cinéma, c'est vraiment un cycle assez important. Donc avec Dominique Besnéard cette année, qui préside le cycle cinéma. Oui, qui a accepté bien volontiers de venir à Blois à l'invitation de Jean-Marie Génard et de Pierre Matron, qui s'occupe de toute la partie pédagogique et aussi du cycle cinéma. Il a accepté tout de suite avec une très grande gentillesse. Et on va pouvoir profiter de son savoir, l'histoire du cinéma, de la production. Et là, c'est quand même Besnéard, un des piliers du cinéma français, et qui se réjouit de pouvoir rencontrer un public d'historiens. Il y a des historiens qui viendront aussi profiter de sa science. Et pour nous aussi, c'est un autre monde, le monde du cinéma, le monde de ce pan de la culture nous est souvent fermé, entre guillemets, et nous sommes souvent sur des mondes cloisonnés. Et là, c'est quand même la possibilité, comme à Pessac d'ailleurs, au festival de Pessac, du film historique, de rencontrer justement des gens du cinéma. Donc il y a aussi... voilà. Alors donc après, des films liés au travail cette année, toujours liés au thème. Voilà, liés au travail, tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi une web TV. Oui, il y a une web TV qu'on peut retrouver en allant sur le site des Rendez-vous de l'Histoire, sur le site internet des Rendez-vous de l'Histoire. Il y a une web TV qui permet de suivre des débats en direct. Il y a un canal qui est... donc il faut chercher avec sa zappette sur la télévision en Indre-et-Loire, et dans le Loir-et-Cher, on peut même à la télévision voir certains débats, puisqu'il y a un canal qui est ouvert par TDF chaque année en accord avec le CSA, un canal qui est ouvert pendant 3 jours pour les rendez-vous de l'histoire. Sur la TNT donc Oui, sur la TNT, merci de préciser, c'est important. Et à côté de ça, on a la Web TV, elle, qui est accessible par donc le canal Internet. Et on a aussi l'aide des étudiants de la faculté de Tours qui filment beaucoup d'interventions et qui ensuite les mettent sur le site web des Rendez-vous de l'Histoire. Donc on peut retrouver par exemple pas mal de conférences des années précédentes. Si vous allez sur le site des Rendez-vous de l'Histoire, vous trouverez beaucoup d'interventions des années précédentes, la fiche biographique de tous ceux qui interviennent depuis des années, de toutes les modérations. Enfin bref,
on peut y passer des jours et des nuits. Oui, c'est riche. Il y a aussi une partie qui s'intitule Une histoire autrement, où là, ce sont des formes d'expression plus inattendues et moins conventionnelles. Donc, il y a les expositions, il y a des découvertes gastronomiques. Oui, il y a des découvertes gastronomiques. Il y a plusieurs restaurants qui d'Amblois, voilà aussi ce qui attire peut-être beaucoup de gens. Il y a plusieurs restaurants d'Amblois qui travaillent avec nous et qui proposent ce qu'on appelle des dîners historiques, des dîners à thème, en essayant de les relier au thème de l'année. C'est pas toujours facile. Et puis voilà, il y a quelquefois des pièces de théâtre aussi qui se jouent dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. On réfléchit en ce moment à permettre une attente plus intéressante pour les festivaliers devant les salles. Pourquoi pas imaginer des scénettes historiques théâtrales. Enfin bref, on réfléchit encore pour améliorer, attirer, pour que tout le monde soit joyeux et revienne avec plein d'optimisme des rendez-vous de l'histoire. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et le marathon des images, qu'est-ce que c'est le marathon des images ? Le marathon des images, en fait, c'est la 4e édition du marathon des images. Et en fait, ce sont des historiens qui vont, plusieurs historiens qui ont 5 minutes pour commenter une image de leur choix, alors qui peut être en lien avec le thème. Et donc, par exemple, cette année, pour l'Antiquité, il y a justement Paulin Ismar, Nicolas Trane. Pour la médiévale, il y a Laurent Feller, Mathieu Arnoux. Pour la moderne, on a Corinne Mété, Solène Rivoile. En contemporaine, on a Jean-Noël Jeanneney. C'est un exercice, ils se préparent en amont. Oui. Et donc, ils ont un défi. Ils sont 24 historiens cette année. Ils ont un défi, historiens, historiennes, spécialistes des 4 périodes historiques de l'histoire, et qui, sur la scène du cinéma Les Lobbies, où a lieu le festival du cinéma, eh bien, vont, entre 21h et minuit, c'est pour ça qu'on parle de marathon, vont décrire des images qu'ils auront choisies en amont. Donc c'est assez intéressant de voir le regard de grands historiens sur telle ou telle image. D'accord. C'est un véritable marathon. Et on voit aussi, on a aussi presque un cours du commentaire de l'image fait avec des historiens extrêmement pointus. Il faut être très pointu pour pouvoir vulgariser. C'est pas péjoratif de dire cela, bien au contraire, la vulgarisation est une science. Pour pouvoir vulgariser et surtout voir comment un historien se penche et se colle à une image et ce qu'il peut en dire, et surtout pour déjouer ce que certains en ont dit parfois de façon fallacieuse. Et alors, il y a aussi l'économie au rendez-vous de l'histoire qui donne lieu à un programme à part entière, qui est en plus dans le programme. Il s'inscrit dans le festival. Oui, tout à fait. C'est un festival dans le festival qui concerne l'histoire économique, mais une histoire économique totalement accessible. Les gens qui viennent là, qui sont de grands économistes, sont des gens qui sont des grands pédagogues. Ils viennent pas faire des cours. Ils essayent de rendre intelligible ce qui, moi d'ailleurs, qui ne suis pas un spécialiste de l'économie, me paraît très compliqué. Et je pense que venir au rendez-vous de l'histoire, quand on s'intéresse à l'économie de loin, mais qu'on ne comprend pas toujours tout, c'est vraiment le lieu pour comprendre les enjeux, justement, du futur de l'économie. Et à la lumière de ce qu'ont pu écrire des historiens de l'économie, des économistes, des spécialistes de la bourse, et donc aussi des sociologues, des anthropologues, même des dessinateurs qui arrivent à dessiner l'histoire économique dans des albums, dans des romans graphiques. Et donc on a des questions extrêmement intéressantes, par exemple sur le revenu universel. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est un danger? Quels sont les futurs du travail? Quelles sont les conséquences de la pandémie du Covid sur l'organisation du travail? Par exemple aussi, il y a des questions qui se posent sur la mémoire du Covid, mémoire de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le mécénat? Marie-Amélie Le Fur, qui a été presque 10 fois médaillée aux Jeux paralympiques, viendra aussi nous parler, notamment dans un grand entretien sur les frontières du travail, sur la consommation des travailleurs, etc. etc. Donc on a vraiment des sportifs, on a des journalistes, on a le grand patron des magasins Leclerc qui viendra nous parler, le patron de la CFDT, des anciens ministres du Travail qui viendront discuter avec nous et qui sont absolument accessibles à ce moment-là et qui répondent à toutes les questions. Parfois le temps est réduit, mais tout de même qui répondent à toutes les questions des festivaliers qui sont là. Et je trouve que ça prend de l'ampleur puisque l'économie au rendez-vous de l'histoire, lapsus. L'économie au rendez-vous de l'histoire, c'est assez récent. Et en même temps, ça prend de plus en plus d'ampleur et on se réjouit beaucoup de travailler, nous, avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, avec des revues économiques, pour pouvoir rendre intelligible un savoir qui parfois est compliqué. Et c'est vrai, moi j'ai assisté à plusieurs conférences, je me sens plus intelligent en sortant
de toutes les conférences des rendez-vous de l'histoire, mais je me sens surtout plus rassuré parfois sur certains thèmes de l'histoire économique, sur l'inflation, sur l'histoire de l'inflation, sur l'histoire de la mondialisation. Évidemment, parfois aussi, j'en vois les dangers. Mais c'est intéressant aussi. On vient comme citoyen aussi au rendez-vous de l'histoire, et pas simplement comme historien ou comme enseignant. Oui. Sachez qu'il n'y a pas que des enseignants, que des retraités au rendez-vous de l'histoire, comme certains parfois le disent. Et puis, il y a des expositions. Oui, alors il y a des expositions. Par exemple, cette année, il y a une exposition, la folle histoire de la mondialisation. Il y a également des expositions de bandes dessinées historiques. Dans le Salon du Livre, il y a toute une partie qui est agrégée au Salon du Livre aussi, qui voit beaucoup d'enfants venir, beaucoup de jeunes, et ça nous réjouit énormément. On a une exposition autour de Croque-Part, une bande dessinée. On a également une exposition autour des damnés de la commune. Il y a des expositions d'images sur le travail en photographie, etc., avec des commentaires, des guides, etc. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Bon, voilà. Je pense que... Alors, je ne peux pas dire, évidemment, qu'on a fait le tour. Habituellement, je donne des noms, des titres, des rendez-vous pour donner envie. Mais là, en fait, il y en a tellement. C'est juste impossible, quoi. La journée n'y suffirait pas. Donc, je vais, de toute façon, dans le texte de description du podcast, chères auditrices et auditeurs qui nous écoutez, vous retrouverez le lien pour aller sur le site des rendez-vous de l'histoire. Donc, c'est rdv histoire.com. Vous retrouverez donc le lien dans le descriptif. C'est donc dans la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, du 6 au 10 octobre 2021. Maintenant, il nous reste à vous souhaiter un très beau festival. Enfin, nous souhaiter, puisque moi, je vais venir aussi pour découvrir, assister à toutes ces belles rencontres. Merci beaucoup. On espère que beaucoup d'auditeurs de So Sweet Planet viendront aussi vers nous et nous feront part de leurs remarques, leurs suggestions et de leurs critiques. L'invitation est lancée. Voilà, Éric Allary, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé pour nous expliquer un petit peu l'histoire de ces rendez-vous de l'histoire et puis surtout le présent, puisqu'on parle de l'édition à venir. Et j'espère qu'on aura donné envie, en tout cas donné envie d'aller voir le programme de ce formidable festival qui aura lieu du 6 au 10 octobre 2021. Allez sur le site internet, vous allez voir, c'est très très riche. Vous trouverez forcément des sujets ou des noms qui vont vous donner envie de venir, que vous veniez en voisin ou même de l'autre bout de la France ou même peut-être d'Europe. Voilà, très bon festival. Éric Allary, un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.